Bonjour et bienvenue à Raconte un peu, Tell me more, خبرنا شوي. On est très content d'avoir Sévine avec nous. Sévine se trouve actuellement en France et Sandra à Beyrouth. Donc on est un peu partout. Je suis à Washington. Donc on vous remercie d'être avec nous et je donne la parole à Sandra. Eh oui, alors Sévine, comment vas-tu? Très bien, un peu chaud, mais ça va. Il fait chaud partout, même à Washington, Pauline, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Alors aujourd'hui, ça va, mais ça fait quelques jours que ça va beaucoup mieux quand on compare au 41-42. On peut pas se plaindre, on n'ose pas. Parfait. Donc, Sévine, tu es une journaliste, si on peut dire qu'il y a du métier dans le journalisme. Et là, tu viens et c'est ton premier saut littéraire, n'est-ce pas? La fille de Oui, la colline. c'est ça. Alors, Attends, raconte-nous un peu. alors on écoute et on voit en même temps, c'est ça, hein. Le livre, Évidemment, Oui. on voit pas évidemment. très bien d'ailleurs, c'est flou. Donc, Voilà. alors, là, c'est toi avec de longs cheveux ou c'est inspiré de toi? C'est mon personnage Cybèle. Est-ce que oui, tu veux que je présente peut-être le livre ou Oui, 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 pourquoi pas? Oui, donc alors moi je suis journaliste pour la presse écrite depuis un peu plus de 10 ans. Et La fille de la colline est mon premier roman qui est sorti en février aux éditions Philippe Ray. Et ça parle de Cybèle. Ça, c'est Cybèle et pas tellement moi. Donc, Cybèle vient d'un ghetto d'Ankara. Enfin, elle grandit là-bas et elle se jure de ne jamais avoir de garçon parce que elle subit le patriarcat. Et on la retrouve 20 ans après, donc elle quitte la Turquie à 10 ans, on la retrouve 20 ans après au chevet de son fils, donc elle aura un fils, son fils qui est dans le coma. Et dans cet hôpital, elle va essayer et puis au chevet de ce fils qui va peut-être mourir, elle essaye de se rappeler, elle revient dans son passé pour comprendre pourquoi elle n'a pas aimé ce garçon, pourquoi elle en a pas voulu, elle en a voulu tellement au garçon. Et donc, c'est des allers-retours entre cette enfance sur la colline, ces nuits de drogue quand elle avait 20 ans, et cet hôpital pour qu'elle essaye de donner un sens à cette vie. Pauline, on plonge un peu oui, justement dans ce roman. tout à fait. Alors justement, il y a vraiment, je pense que l'auditeur l'a compris, c'est deux mondes, la Turquie et la France, deux mondes qui se juxtaposent d'une certaine manière. Pourquoi c'était vraiment viscéral pour toi de raconter l'exil à travers le prisme de cette condition féminine et la condition donc de Cybèle? Alors, moi ça fait j'ai commencé en 2014, il me semble, donc ça date, hein. Je l'ai fini en 2024, mais il y a eu des arrêts à chaque fois. Moi, vraiment la question de départ, c'était l'exil, parce que moi-même, je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans, je parlais pas le français, et ça a été un vrai choc, presque un traumatisme en fait, de partir de chez moi, d'arriver dans ce pays inconnu. Et j'ai commencé à écrire sous forme de notes. Et je voulais raconter l'histoire d'une fille qui part et voilà, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de notre pays natal, comment on fait en fait quand on est deux pour devenir un. C'était vraiment la question. C'est pourquoi j'ai voulu écrire là-dessus, parce que je pense que c'était vraiment la question qui m'habitait. C'était très personnel. Et après, la condition des femmes, quelque chose que j'ai observé aussi, que ce soit dans la communauté turque à Paris ou bien en Turquie, dans les villages de mes grands-parents, les femmes qu'on marie à 15 ans. Et qu'est-ce qu'on fait en fait de tout ça? C'était la question de départ. Et bon, après, je voulais parler de la politique aussi. Je pense que c'était un peu ambitieux. Et c'est quand mon fils a été en réanimation pédiatrique, le roman a pris cette forme-là avec des allers-retours entre l'hôpital et la Turquie. Wow. Donc, c'est vraiment très personnel. Justement, Sévine, tu poses aussi un portrait, on peut dire vraiment sans fin de la maternité. Parce que souvent, il faut le dire, que la littérature ou bien même le monde, il idéalise ce lien. C'est un lien idéal, c'est un lien parfait, etc. Qu'est-ce que tu avais envie vraiment de dire et que d'habitude, on ne parle pas? On tait d'habitude. Je crois qu'on en parle de plus en plus, certes, mais certes, il y a quand même une injonction au bonheur maternel.
Et Cybèle, elle aime pas trop les injonctions. Comme c'est une femme qui, elle se sent pas suffisamment suffisante en fait. Elle n'est pas une femme comme il faut, donc elle n'est pas comme une mère comme il faut. Et déjà, elle n'est pas une mère comme il faut parce qu'elle a jamais voulu avoir ce garçon et elle se retrouve avec lui qui est malade. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est Cybèle, voilà, Cybèle, elle a pas réussi à faire les anniversaires comme il faut, à faire elle, ses gâteaux Jouer le goûter jeu. toujours. Elle se forçait à allaiter parce qu'il fallait le faire, alors que ses tétons étaient en sang. Je sais pas si c'est sans phare, c'est une maternité comme beaucoup de femmes en fait. C'est dur d'être mère. Et moi Tout j'ai à deux fait. enfants et je pense que c'est un peu ça. C'est pas vraiment la maternité que j'ai vécue, mais qui allait bien quand même avec ce personnage qui a envie de dénoncer en fait toutes ces injonctions. Moi, voilà, j'ai adoré cette idée d'injonction parce que Pauline et moi également, on a deux enfants, donc à nous trois, on a six. Et vraiment, cette idée que parfois, comme si il fallait se forcer à être trop dans la plénitude ou bien trop dans la routine maternelle Mm. qui finalement, elle est extrêmement pesante, cette routine de maman. Donc, justement, on est vraiment dans l'injonction et c'est peut-être dans cette période de sa vie que la femme, elle comprend à quel point elle peut être irritée par ces Ouais. injonctions qui Bah, sont... Cybèle, alors moi, mon personnage, elle a pas réussi parce que déjà, en fait, dès l'échographie, quand on annonce le sexe de ce garçon, elle dit non, non, c'est pas possible, ça sera pas on un veut pas. garçon et le lien maternel, bah, il existe tout simplement pas en fait. Donc elle n'arrive pas à l'aimer même, ce garçon. Je trouvais ça important aussi parce Oui, que ça arrive, oui, ça arrive finalement de pas oui, oui, réussir à oui, créer un oui. lien avec son enfant. C'est ça un peu, C'est la culpabilité qui doit être multipliée quand on n'arrive pas à créer ce ouais. lien, Bah, elles j'imagine. se sont complètement coupables. Elles pensent que c'est à cause d'elle, de ça que cet enfant va mourir. Alors, il va Ouais. peut-être pas mourir, je vais pas vous spoiler, hein. Non, non, C'est pas que je non, suis de nature curieuse, c'est juste aussi je suis journaliste, je peux pas m'empêcher aussi. J'espère que votre fils se porte mieux. C'est une question Ah oui, très bien, personnelle. il va très très bien, mon D'accord. fils. Attends, d'accord, ça fait Ouais. 5 10 minutes, ma tête, elle est plus là, elle est d'accord, il faut que je Ah, vous t'oses pose pas cette dire, question. non, non, il va vraiment bien. D'accord, Alhamdulillah. très bien. Il a quel âge? Il a Kattakhevala. 8 ans et demi. Ah, Ah, c'est super, mignon. génial. C'est Très mignon. bien. Alors du coup, Ah, très à l'aise, on va faire le lien. On va dire, vous êtes vous-même aussi journaliste. Oui. Donc, je sais très bien le passage entre le jeu et la neutralité qu'on doit garder quand on écrit un article. On ne doit pas vraiment se positionner. Comment vous avez fait alors pour passer au jeu d'une certaine manière? Moi, je crois que c'est vraiment très différent, l'écriture journalistique et l'écriture de création, un roman en fait. Quand même, moi je suis à côté, je suis prof aussi de journalisme, je donne des cours de techniques de base de rédaction, donc on a quand même des techniques, la neutralité, recouper les informations, enfin tout ça, ça s'apprend et on ne met pas de soi, on n'est pas censé mettre de soi. Donc ça, moi je trouve que à la fois, cette distance journalistique, elle est assez facile. Mais Euh, on n'est pas on est censé. là pour raconter les autres. Et moi, je fais du reportage, donc je vais quelque part, voilà, je décris l'ambiance, je fais des interviews, tout ça, je suis complètement à l'aise. Et je pense il y a pas de... Enfin, et l'écriture de création, pour moi, c'était un peu une liberté où je pouvais bah, mettre de moi, aller dans... Enfin, changer, jouer avec le style. Donc ça, il n'y a pas vraiment... La question s'est pas posée. La question qui a pu se poser, c'est que plus j'écrivais d'articles, moins j'arrivais à plonger dans le roman parce que j'avais l'impression bah, d'écrire de toute façon tout le temps. Et donc mon besoin d'écriture était plus ou moins nourri, mais en fait, c'est pas du tout le même besoin. Donc pour vraiment la forme finale du roman, j'ai fait moins d'articles en fait pour me consacrer plus pleinement à l'écriture du roman. Et depuis, comment vous faites alors? Parce que comment vous faites pour avoir cet équilibre entre l'obsession, l'envie d'écrire votre roman, un deuxième peut-être, et Oui, puis, oui. et puis le travail, le travail d'écrire des articles journalistiques. Ah oui, c'est compliqué hein, parce que bah faut bien gagner, faut bien payer son loyer, donc faut bien travailler. On aimerait bien, quoique je me demande vivre que de l'écriture, mais je me dis que travailler c'est quand même bien parce on garde un monde je sais pas, dans la vie professionnelle, on a des choses à raconter.
Donc alors ce que je fais, donc moi, je suis sur un deuxième roman, bah, je me lève et j'écris pendant 2 heures sur mes nouveaux personnages. Et après, bon, après je travaille, je fais du journalisme, j'écris des articles, je fais des interviews. Et ça, c'est un Oui, rythme que j'aime bien parce que, en fait, si j'écris pas le matin quand je me lève, je suis hyper frustrée et j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait que je fasse. Et j'aime pas mon travail parce que je me dis, oh là là, ça m'empêche d'écrire. Mais en fait, il y a un rythme à avoir, une discipline à avoir, je crois. Ouais, c'est vrai, mais c'est tellement, ça prend, je sais pas, c'est très personnel, mais ça prend beaucoup de temps pour que cette discipline devienne une deuxième nature. Et puis ça Ouais, dépend aussi de notre personnalité, de nos non, mais c'est vrai. Mais comportements. en fait, je dis ça, mais bah, je le fais. Et il y a 2 jours, là, j'ai pas pu le faire pendant 3, 4 jours. Bon, c'était la canicule. Est-ce que c'est une excuse? Je Ouais, sais pas. Parce c'est que une bonne bah, excuse quand j'étais pas même. toute seule. Enfin, il y avait. Mais je crois que. Enfin, et je m'en veux quand je le fais pas. Parce que je pense que c'est la seule façon d'avancer sur un roman. C'est d'avoir une régularité et d'écrire tous les jours, en fait. Et puis tout surtout, je à pense fait. que c'est un repos pour soi-même, hein, pour l'intérieur. Moi, je sens qu'il y a une partie de moi qui ne sort pas. Il y a une partie qui ne s'extériorise pas. L'écriture est un... Oui, Ça à la fait fois, partie ça extériorise pas, et à la fois, moi, je crois que ça m'éloigne même de moi-même, en fait, je sais pas comment dire, mais donc oui, il faut le faire, c'est pas toujours facile. ouais. Oui. Justement, donc, on comprend parfaitement quand on t'écoute que tu es dans la passion de cette technique, pas technique, je veux dire que plutôt dans l'exercice de l'écriture, que tu l'aies exercé en tant que journaliste ou en tant qu'auteur maintenant. Est-ce qu'il y a eu des doutes justement inhérents au fait que c'est un premier roman? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Ouais, euh, bah je oui, peux évidemment. parfaitement imaginer? Oui, Bah évidemment, en fait, bon bah c'est 10 ans d'écriture quand même. Alors moi, pour le premier, comment j'ai pu le faire? Parce que j'avais besoin d'une discipline et d'un cadre. Moi, j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture. Comme ça, j'étais obligée d'écrire. Parce que quand on est... En fait, sinon, je trouve ça hyper compliqué d'écrire. On n'est pas... Enfin, d'où... il y a tellement de romans qui sortent, d'où mon histoire elle est plus intéressante qu'un autre. Il faut trouver un éditeur. Enfin, moi, c'est toutes ces questions, elles n'étaient pas là au début. Moi, je faisais des ateliers d'écriture pour pouvoir écrire tout simplement, comme on irait faire, oui, je sais pas, des cours de guitare oui, ou voilà. oui, voilà. Et j'aimais bien la dynamique du groupe, on était obligé de rendre des textes. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'écrire. Et j'ai jamais écrit dans le but d'être publié. Au début, l'idée, c'est pas d'être publié, c'est déjà de réussir à donner forme à une histoire. Mais une fois que l'histoire prend forme, effectivement, bon, bah, je l'ai envoyé à Philippe Ray, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Il a accepté, j'ai eu de la chance. Et même, en fait, c'est drôle parce qu'une fois même qu'il a dit les doutes, ils s'arrêtent pas quand, quand le livre va être publié. C'est même une fois qu'on me dit qu'il va être publié, je me dis non, mais qui va lire ça? Pourquoi j'ai écrit ça? Et c'est nul, etc. Enfin, le doute, je crois qu'il est inhérent en fait à l'écriture, quoi. C'est qui suis-je pour écrire? Qui suis-je pour publier? Voilà, donc il a toujours été Oui, là. oui, Et complètement. Et il est en... oui, oui, et c'est le moteur en même temps. Bah, Que il le- faut pas que- que... Moi, je pense que le doute est normal, c'est très bien de douter. Sinon, je sais pas, enfin, moi, ça, même dans tout, même dans mon travail journalistique, je doute toujours. Il faut juste que ça ne soit pas un frein. Et moi, j'ai réussi. Parfois, je me mets juste en mode automatique et il faut arrêter la pensée et écrire, en fait. Voilà. je suis d'accord. Mm. Oui, alors je pense qu'il y a moi, en tout cas pour moi, c'est une énorme envie, peut-être de découvrir un petit extrait, si c'est Oui. possible, de le partager avec nos auditeurs, qu'on Alors, remercie parce qu'ils sont avec nous, ils nous écoutent, on je a vais essayer de confiance. choisir parce que j'ai pas choisi avant. Attends. Ce que vous Vous pouvez préférez. parler pendant que je prends Oui, 30 on peut secondes pour parler. trouver. Sandra, je pense que l'avantage du podcast, pour moi vraiment, c'est à quel point on trouve des connexions d'une manière Vraiment, permanente vraiment. en écoutant notre invité. Est-ce que tu es Et d'accord? oui, oui, oui. Et moi, ce qui m'arrête vraiment, c'est le fait que toujours les auteurs qu'on est en train de recevoir ils ont une vie à côté de Oui, leur de leur vie, travail, de voilà, oui, de leur vie d'écrivain. d'écriture. Et toujours cette vie à côté.
ils sont complètement dans l'objectivité, dans la neutralité, que ça soit des journalistes ou bien comme moi, Pauline, je suis dans le droit, donc dans le juridique qui également suppose une part énorme d'objectivité et de neutralité Absolument. et d'impartialité, comme on dit même en droit. Donc, et là, vraiment, ça m'arrête énormément comme si tellement on est neutre dans notre travail qu'on a besoin de ne plus être neutre du tout quand on écrit. On veut Oui. juste On se lâche en fait d'une certaine manière. se Moi, je ne lâche. sais pas si on est neutre. Ce que je dis même dans le journalisme, en fait, l'objectivité, je ne suis pas sûre que ça existe. On parle toujours d'un endroit. Voilà. Donc, à quel point on peut être Voilà, complètement neutre. Ouais, tout à fait, tout Mais à par fait. contre, je crois qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'on a une distance. On Voilà, s'éloigne de absolument. nous. Voilà. Et l'écriture, je crois que c'est une façon, même si on fait que de la pure fiction, on parle quand même quelque part un peu de nous. Et puis, ça demande d'effacer cette distance-là. Ah oui, c'est Je- notre perspective personnelle, hein, c'est notre regard sur les choses. C'est exactement ça, Notre oui. loupe, c'est notre loupe. C'est le Madame Bovary, c'est moi qui ne connais Ça. pas Ouais. voilà, c'est donc Alors, vraiment. ça dépend. Est-ce que vous voulez un extrait qui se passe dans une boîte de nuit avec de la musique techno ou Oui, on veut ça, absolument. Ça c'est va ça nous que vous changer, voulez? c'est samedi, c'est bon. Ok. On peut Alors, commencer. j'y vais. Je vais essayer de faire court parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je crois. Oui. Quand Anna lui filait de la queta, affalée sur les bancs en sky du Memphis, elle observait les autres qui gesticulaient. Ils avaient des têtes triangles, des bras rectangles, des nez ronds. Incapable de faire autre chose que de fixer cette géométrie environnante, elle regardait ces autres planer. Elle n'a jamais aimé la queta. Impossible de danser avec ça. On lui avait raconté que pour kiffer la K, il fallait fermer les yeux, rester allongée dans le noir, partir loin, dans cette position de cadavre yogique. Si elle se droguait, c'était pas pour jouer à la morte, mais pour se sentir vivante. Son truc à elle, c'était pas de s'éloigner de son corps, mais de pleinement l'habiter. Son truc à elle, c'était les extas. Les gens n'existaient pas dans le noir. Il y avait des corps, seulement des corps, la sueur, son odeur mêlée à celle des fumigènes. Il y avait les yeux aussi, noirs, tous, même les bleus, les verts, les noisettes, tous noirs. Des centaines d'yeux, comme des charbons, fusillaient la piste de danse. L'extasie qui montait gonflait le cœur, un afflux de paillettes dans la tête, les pupilles se dilataient pour mieux voir, les poils se hérissaient de trop sentir. C'est un émigré qui lui avait vendu la drogue. Turc il était, moche aussi. Il s'appelait Shérif. On s'attire entre Turc et paumé. Il avait les dents jaunies, les canines carriées, les yeux brillants et opaques, recouverts d'un film de cellophane. Il faisait peur avec ses yeux d'aveugle qui voyaient tout et ses trous violets sur ses joues, seul souvenir de son adolescence. Comme certains acteurs, Shérif avait une gueule, de ceux à qui on donne toujours le même rôle. Prix du scénario, caméra d'or, révélation de l'année, il aura beau collectionner les récompenses, on ne lui proposera que les rôles de sale type. Shérif avait la gueule de l'emploi, ou bien c'est l'emploi qui lui avait déteint sur la gueule. Oh là là. Moi, j'ai envie de plonger. Là, vous me donnez complètement l'envie de plonger pour comprendre le monde Ah de oui. Cybèle. Moi, j'aimerais bien écouter aussi un autre extrait, si c'est possible, un extrait où vraiment on est plus dans son intériorisation de toutes ses pensées ou comment j'en suis arrivée là. Oui, Bah, je, c'est le cri de la femme qui est en elle, oui. C'est ça, ok. Alors, il faut juste que je trouve, parce que même si je l'ai écrit, je ne sais pas ce qui est quelle page. Alors là, c'est un extrait qui arrive quand Cybèle raconte le jour où elle a appris, elle a fait l'échographie, elle a appris que l'échographe lui a dit que ce serait un garçon. Et elle l'acceptait pas. Et elle est comme au chevet de ce fils qui est dans le coma. Et elle se rappelle de ce moment. Elle se sent coupable. Et après, donc, c'est un peu ses pensées dans cette chambre quand elle se souvient de ce refus du sexe. Ce n'est pas ma faute, fils. Tu aurais fait pareil si on t'avait fait comprendre que, fille, tu n'étais pas l'égale du frère. Je les enviais tellement, le frère, les cousins et leur liberté. Tu aurais fait pareil si ton sexe avait fait de toi un hors-caste. Tu aurais fait pareil si toutes les femmes autour de toi n'avaient eu pour seul maquillage que des bleus couleur vomi sur chacun de leurs membres. Tu aurais fait pareil si on avait marié ta mère, ta tante, ta grand-mère, toutes les femmes de chez toi à 15 ans, à des hommes plus âgés pour s'en débarrasser. Une bouche de moins à nourrir, c'était tout ce qui comptait. Arrivées en ville ou chez la belle-mère à la campagne, plutôt que de se révolter, les filles-mères ont perpétué ce système qui les enchaînait. Coupables de tout, surtout d'être nées, ces femmes ont grandi.
Et une fois adultes, elles ont rêvé, elles aussi, d'avoir des garçons, que des garçons. À leur tour, elles ont privé leur fille de liberté. T'es qu'une fille, toi, t'es une fille. Où que tu vas, toi? Reste à ta place. C'est quoi la place d'une fille? Elles ont veillé au grain pour que les gamines restent sur le droit chemin. Aux aguets du jour comme de nuit, elles leur auraient bien collé des alarmes, des antivols, des détecteurs sur elles et seulement elles. Le garçon avait le monde pour lui. Qui vole, qui viole, qui le violente. C'était un garçon. Vous savez bien comment ils sont. Les tantes, les cousines, les voisines, toutes ces femmes ont privilégié leurs garçons, ont dit à leurs filles, donne ton chocolat à ton frère, sinon son zizi va tomber. Un garçon, jamais faut le frustrer. Écarte les jambes, salope, un mec ça a des envies. Elles avaient si peur qu'il tombe ces zizi. Toutes ont été meilleures caporales que leurs pères, leurs oncles, leurs maris. Je vous déteste, femme de ma Méditerranée. C'est à cause de vous que j'ai tant haï ce garçon. J'aurais dû vous offrir un totem en forme de bite, des colliers en forme de bite à toutes. Je n'ai aucune pitié de vous. Pour vos études avortées, pour les coups que le mari vous a portés, pour l'amour que vos filles ne vous ont pas donné. Vous n'avez que ce que vous méritez. Je ne suis pas coupable, fils. C'est pas moi, c'est elle. C'est très, très, très beau et vraiment, c'est très émouvant. Et c'est très tout ce que tu veux dans le sens que on se dit vraiment pourquoi? Pourquoi cette condition féminine qui nous colle à la peau comme ça, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, qui fait que, ou bien on n'a plus envie d'avoir de filles, ni de garçons, ni rien du tout, Que ça s'arrête. que ça s'arrête, Ouais, ou bien on a envie de dire à une femme, s'il te plaît, surtout pas d'enfant, ou bien, allez, ouais. vas-y, profite de ta liberté. Mais Je ne sais pas, je pense que cette question de pourquoi cette condition féminine, qu'on soit féministe, pas féministe, qu'on soit tout ce que tu veux, mais du seul fait d'être une femme, on va se la poser un jour et on va y réfléchir beaucoup de jours et beaucoup, beaucoup de nuits. Et en tout cas, ça a été mon cas. Je suis sûre mm, que ça a été le cas de Pauline. Ça va être le cas de Yasmina, la fille de Pauline. Et je me dis parfois, heureusement, moi, j'ai pas eu de garçon, donc c'est le contraire de si belle, dans le sens que, heureusement que j'ai pas eu de fille pour qu'elle ne souffre pas. Donc, ça a été, si tu veux, un ah peu ouais. l'inverse. Donc, je demande, je veux pas que mes enfants, que mes garçons soient évidemment dans cette lignée de macho et tout ça, mais en même temps, je me dis, j'ai pas eu de fille. Hey, hey, j'ai pas eu de... Pardon, ouais, moi j'ai les deux en fait, j'ai une fille et un garçon, donc je vois, moi je trouve que c'est essentiel quand même qu'on forme cette nouvelle génération, tu vois, je pense qu'on a besoin de mères de Méditerranée comme nous pour pouvoir voilà, éduquer nos filles, à prendre de la place et dire, bah, allez, à leur Non, donner à cette dire liberté, non. à dire Moi, je non, dis à leur dire apprendre à non. dire non, prendre leur place et aussi aux garçons à donner en fait la place Peut-être, aux femmes. peut-être au lieu du non, peut-être à leur apprendre et à leur transmettre cette émancipation interne et Oui, externe d'une manière naturelle. C'est pas, ça peut pas, rien ne peut se faire par violence en fait. La violence Tout n'est à jamais fait. une réponse à, c'est pas du tout le moyen d'aboutir à un résultat. Donc il faut que les filles comprennent et que les garçons comprennent qu'on a tous notre rôle à jouer. oui, oui. Voilà. Et qu'on se complète, et vraiment qu'on se complète, et que jamais on va pouvoir jouer le rôle de l'autre finalement. C'est pas ça. Donc, c'est pas ça l'idée. On n'est vraiment pas dans la concurrence. On n'est pas dans ça. Mm, On mm, est mm. il faut exister en tant que femme et il faut vivre en tant que femme et il faut être heureuse en tant que femme, n'est-ce pas? C'est Ouais, pas une après, malédiction, c'est pas une malédiction, c'est ça l'idée. C'est pas une malédiction d'être une fille. Mais malheureusement, on le comprend parfois trop tard. ouais, Dommage. après, je trouve que c'est quand même encore très compliqué. C'est pas juste l'éducation parentale et quand tu regardes dans la Tout. société, Voilà. La société c'est un partout. combat un peu d'être une femme, je crois, encore aujourd'hui. Et moi, ma fille, je lui un peu transmets cette colère quand même. Je pense qu'il faut quand même qu'elle soit, voilà, qu'elle soit en colère. Voilà, Oui. je lui donne le flambeau un peu, tu vois, et je pense qu'elle elle sera plus forte que moi.
Et Le voilà. Et feu, c'est le feu. Mm, Donc, mm, c'est la colère, c'est le feu. Après le feu, c'est la lumière. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est une bonne façon, je pense, de vous remercier énormément et de dire merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis, qui vous ont écoutés. On Mm. ajoutera aussi des informations concernant la place même où on a des auditeurs qui sont un peu partout, où le livre pourrait est vendu et comme ça. Et peut-être Je crois aussi, qu'il est disponible en e-book et voilà, pour commander sur Internet. très bien. Oui. Super. Très bien. Alors, on vous remercie et on remercie tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Sévine. Merci, Merci, merci à Pauline. vous, Pauline et Allez, Sandra. Merci beaucoup. Au revoir. salut. Au revoir. Au revoir.